commence par le carton d'invitation, c'est qu'il y a quelque chose de pénible à la cité, c'est qu'ils veulent toujours qu'on mette des femmes nues partout. Donc, on a du mal à résister, donc ils ont mis toute la pression possible. Bon, au départ, il n'y en avait pas, et finalement, il y en a une. Bon, je ne pourrais pas commencer à vous parler de mon travail, puisque mon travail est complètement lié à celui de l'agence. Donc je rends hommage à mes collaborateurs, amis, partenaires et autres. Alors on est une agence, mais peut-être plutôt un club, voire une secte de barbus. Donc que ce soit Jérôme, Félix, Alexandre, Arnaud, Nicolas. Daniel de DVVD qui est extérieur, mais qui a toujours une barbe naissante, donc il fait définitivement partie du club. Donc je me suis posé la question du pourquoi étais-je invité à participer à un entretien de Chaillot. Alors au départ, je me suis dit que ça pouvait être justement pour le projet du Pompidou-Metz, que je n'ai pas gagné, mais pour lequel on a préféré ce splendide bâtiment, que beaucoup de gens nous envient. Et je dois dire que je suis assez admiratif de l'ingénierie française qui a réussi à faire ce tour de force autour des gaines, floquer des gaines en superstructure comme ça. Non, là, je pense définitivement que les Chinois nous envient ce bâtiment, et je pense que rapidement on aura des clones un peu partout en Chine. Alors, ça aurait pu être aussi pour ce deuxième bâtiment, qui est le Centre des Archives nationales à Pierrefitte, qui était un projet un peu particulier, puisque à l'heure du développement durable, le projet consistait essentiellement, bon, évidemment, à stocker des livres, à stocker les archives de Jacques Chirac, mais pour nous, de préserver les jardins ouvriers qu'il y avait sur le site. Donc c'était le dire qu'on pouvait faire avec le site sans pour autant le détruire. Bon, alors on a préféré ce bâtiment qui est, Francis disait une barre, donc j'ai entendu un gloussement, mais c'est quand même un projet qui est nominé à l'équerre d'argent, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est un bâtiment de 250 mètres de long par 50 mètres de haut, aveugle, et qui a mobilisé, lui, la totalité des jardins ouvriers. Bon, ça aurait pu être aussi pour ce projet de l'île Seguin, que l'on a commencé en 2004, et pour lequel, en fait, on ne fait pas, mais qui était assez intéressant aussi, puisqu'il proposait un dispositif spatial assez intéressant. Il rendait de l'espace au public, là où il n'y en avait pas. Il connectait des hauts, des bas, un socle, une rive, une berge, et on avait rajouté toutes sortes de dispositifs artistiques ou architecturaux, notamment celui-là, qui était grâce à une partie en saillie sur la Seine et qui permettait de voir les bateaux en inversion grâce à une partie en inox. Donc j'ai absolument tout entendu sur ce projet que l'on a fait avec Mathieu Poitvin en collaboration. Et alors vraiment on a tout entendu autant par les journalistes que par mes confrères en disant « Ouh, qu'il est pas beau ce projet, qu'il est vilain, ah c'est horrible, vous faites du façadisme, c'est affreux ». Mais alors, bon, voilà, nous on a fait cette proposition et curieusement quand Jean Nouvel le propose, tout d'un coup le projet est magnifique. Donc voilà, en tout cas on ne le fera pas, mais Jean Nouvel qui est, je crois, l'aménageur de l'île est aussi maintenant le constructeur et l'architecte de tous les bâtiments qui vont arriver sur l'île. N'est-ce pas, David? Bon. En tout cas, ce n'est pas pour ces bâtiments que je suis là. Donc, je pense que c'est plutôt pour ce supplément du magazine du Monde que l'on a réalisé pendant l'été et qui reprend le format du magazine. D'abord parce que voilà, j'ai vu beaucoup de mes confrères avec leur portfolio et qu'on s'est dit que celui-là pourrait être intéressant. C'est qu'on a eu pas mal de tentatives auparavant. Donc on avait essayé le petit livre rouge, mais la couleur rouge finalement ne crée pas l'excitation nécessaire auprès des maîtres d'ouvrage. Donc on a abandonné cette version au profit du petit livre jaune. Mais là, encore, même si on avait synthétisé tous les projets, on n'a pas eu tout le taux de pénétration que l'on aurait aimé avoir. Donc enfin, nous avons essayé le petit livre bleu, mais qui est peut-être la dernière version et la version la plus aboutie, avec tous les projets, mais là, vraiment, on ne mettait personne sur le cul non plus. Donc on est définitivement resté sur ce format, et c'est un peu ce que je vous propose de parcourir ce soir. Donc normalement, je suis du Sud, donc je parle vite. Donc est-ce que ce que je dis est à peu près compréhensible ou pas? Bon, ça va.
Donc, qui dit magazine dit publicité. Donc, là, comme on n'est pas forcément beaucoup sous le coude, on a fait nous-mêmes nos propres publicités. Donc, la première concerne un objet design que l'on avait fabriqué, qui était une douche de plein air, une douche solaire, et qui, grâce à l'apport du soleil, permet de chauffer l'eau naturellement. Et grâce à un tube unique, vous avez une douche de plein air. Donc ça, c'est pour le côté design et publicité. Donc on a fait... heureusement, alors c'est peut-être la publicité, l'unique publicité vraisemblable que l'on avait dans le magazine, puisqu'il reprend un programme que l'on construit actuellement dans la ZAC Saussure, à l'extrémité du boulevard Pereire. Et de toute façon, je n'ai pas souhaité insister non plus sur le projet, puisque je compte bien l'imposer au pavillon de l'Arsenal dans une conférence qu'ils ne connaissent pas encore. Mais un jour ou l'autre, ils l'auront. Voilà. Donc ce petit fascicule comportait aussi quelques écritures, notamment des grands prix d'architecture. Donc j'ai le plaisir d'avoir quelques commentaires de Rudy Ricciotti, qui me compare à un aviateur kamikaze. Donc je ne comprends pas bien pourquoi, mais en tout cas je suis flatté qu'il l'ait fait. Et d'autres projets, notamment celui du Flamand Rose, là aussi avec des commentaires d'Anne de Miance à l'intérieur. Et je vous propose de parcourir aussi ces bâtiments, peut-être plus en profondeur, et de vous raconter l'histoire de ces bâtiments. Donc je crois que je dois vous parler de 5 projets pendant ce moment. Donc je vais commencer par ce projet qui s'appelle le Pink Flamingo, qui est une résidence étudiante qui se trouve... Ah oui, alors, un mot ça aussi, parce que tous les projets que je vais vous montrer ont été gagnés en 2006. Alors 2006 est une grande année, puisqu'elle voit aussi l'avènement des premières élections au Groenland, mais en tout cas c'est l'année où nous gagnons des concours. Donc tout commence en 2006 pour un projet qui va se développer dans le 13e arrondissement, à Paris. Donc ça commence par l'envoi d'un concours, l'envoi d'un dossier. Donc on ne peut pas dire qu'on soit des virtuoses de la mécanique des dossiers. Nous sommes une petite équipe assez artisanale et Nico a toute la dévotion pour essayer d'envoyer toutes les candidatures. Et nous recevons rarement des réponses positives, sauf quand, dans un jury bien composé, quelqu'un s'intéresse à nous, donc Francis Solaire a le plaisir de faire en sorte que nous participions à un concours. Donc ce concours, voilà la sélection de 5 candidats, Mansinga Tounion, Jacoté Voyatis, Julien De Smet et Éric Lapierre. Donc, le projet est un peu particulier puisque les conditions du projet font qu'il s'installe sur un site qui n'existe pas, enfin du moins pas encore. Donc il va surplomber le volume ferroviaire. En même temps, il est aussi à proximité de la cité du refuge. Et ce dont je dois vous parler est plutôt la difficulté ou le plaisir, je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas, des conditions de ce projet se font autour des données essentielles. Alors les premières sont celles du PLU. Le PLU parisien, c'est quand même pas rien, c'est à peu près 500 pages, un CD-ROM. Comme en général, ce n'est pas suffisant, eh bien, il y a toujours une faisabilité. On vérifie si on peut faire quelque chose à l'intérieur de la parcelle et du programme. Là, plus spécifiquement, nous avions les SNCF qui... fabriquent les poutres qui vont supporter le bâtiment. Donc elles avaient aussi des idées sur la question. Un projet atypique puisqu'il commence en 2006, mais le sol de mon terrain ne sera opérationnel qu'à partir de 2010. Donc il va y avoir une gestation du projet pendant tout ce moment. Ça va faire des études pendant 4 ans, c'est quand même pas facile. Et au final, le dossier lui-même résumé dans une mallette de 10 kg. Donc, plus spécifiquement, là, la ZAC était encadrée par Bruno Fortier et son adjoint Thierry Bloch. Alors, oui, je suis désolé, il y a un cas à Thierry Bloch, mais il me pardonnera. Donc, en tout cas, là aussi, dans le mécanisme du projet, il y a le PLU, il y a la ZAC, et dans le coordinateur de ZAC, a bien sûr des envies. Donc, pour ce qui était de ce projet, il s'agissait de travailler de la pierre du Buxy, travailler des effets d'améthyste sur le jardin, travailler la minéralité, observer les saillies d'un côté et pas de l'autre. Donc il y a tout un canevas qui se met en place et qui est un canevas supplémentaire à celui du PLU.
Bon, donc on aborde le projet et on se dit, bon, bah, finalement c'est plutôt pas mal, on va travailler sur un rectangle, et on se dit, on peut faire ce qu'on veut. Le programme consiste à installer 77 chambres et 2 commerces, forcément au rez-de-chaussée. Et rapidement, on s'aperçoit que l'examen du programme, des limites, du plafond, des gabarits, le projet sature le volume. Donc l'élan qu'on pouvait avoir dans un premier temps a été un petit peu restreint. Et somme toute, la vraie question pour ce projet était de se dire comment est-ce qu'on peut s'installer sur les 3 poutres SNCF, pardon, les 3 poutres qui allaient couvrir le volume ferroviaire du site. Bon, alors, là aussi, l'inspiration, elle est un peu particulière. C'est qu'une fois, j'avais assisté à une conférence de Renzo Piano qui disait que la Madone lui parlait. Donc, je pense que si la Madone parle à Renzo Piano, il n'y a pas de raison qu'elle ne me parle pas. Enfin, moi, elle ne me parle pas, elle me susurre. Donc, elle me dit des choses. Donc, c'est un peu plus difficile parce que ça met du temps à venir. Donc, son premier chant a été une réflexion autour de la géode, qui était un dispositif un peu particulier du projet de Bruno Fortier. Donc c'était exactement la créode. Et la créode, on ne savait pas ce que c'était, et dans le dictionnaire, ça nous renvoyait à la géode. Donc les premières hypothèses du projet étaient de ce type, et on se disait que, bon, ça, je pense qu'à Paris, on n'était pas prêt à travailler la créode. Donc on a travaillé une autre hypothèse, qui était un projet qu'on appelle le projet Spiderman, puisqu'il vient d'un projet de maillage, qui est un projet assez simple. C'est-à-dire que c'est un peu la recette habituelle des projets. On prend les hauteurs disponibles à la fois du PLU, du bâtiment voisin, des prospects, et finalement on ne fait que plier pour rentrer dans le volume gabarit. Donc ça donnait ceci, mais ce qui pouvait être intéressant en demeurant, mais ne présentait absolument aucune envie particulière et aucune trace de nos envies propres. Donc, alors un autre projet, alors cette fois c'était plus la Madone, c'était plutôt le Bouddha, qui nous inspire la voie du milieu, puisque cette fois on travaille à un projet en 2 parties. Un projet qui aurait été sur la rue et un autre sur le jardin. Donc là, avec un travail en azuleros sur le jardin et un travail beaucoup plus strict sur la rue, avec un modelé en creux par opposition à un modelé en saillie sur le jardin. Donc à faire, puisqu'il y avait Julien de Smet, ben moi aussi j'ai bien le droit de m'essayer à des manipulations géométriques. Donc il nous arrive de nous prendre pour billes. Donc on avait fait cette première proposition de projet où on déplaçait par incrémentation un étage, et cela donnait une figure plastique un peu particulière qui nous intéressait. Mais bon, que ce soit celui-là comme le suivant, puisque je me prends aussi pour Julien de Smet, on a quand même du mal à copier les façons de faire de nos voisins. Donc pour le projet de Julien de Smet, là c'était se dire que l'espace public pouvait être le support d'une expression du bâtiment, c'est-à-dire faire en sorte que les circulations s'enroulent autour du bâtiment. Bon, c'est un classique de leur part, et ce qui est amusant pour moi, c'est que je crois que c'était la version finale du projet de Julien de Smet. Donc lui s'arrêtait là. Nous, on a continué avec la Madone, qui me susurrait autre chose, qui me disait plutôt regarde à l'Orient. Donc c'était une chose un peu particulière, puisqu'on revient d'un voyage à Hong Kong, et on rencontre ce bâtiment de Norman Foster, la Hong Kong and Shanghai Bank, qui présente un aspect particulier, puisque dans une ville où il y a très peu d'espace public, un bâtiment privé restitue un espace à destination du public. Donc toute l'appréhension du bâtiment se fait par le dessous. Donc là on dit qu'il y a quelque chose de travailler, l'interaction de la ville avec par le dessous, et comme on peut le voir sur l'image de droite, le dessous est toujours source de surprise et de délices. Bon, donc voilà, l'idée c'est d'installer le bâtiment sur les poutres, de le faire simplement et de faire en sorte qu'un espace résiduel vienne se mettre entre le programme et le sol. Donc ça aussi c'est un impact, puisqu'on envisageait de mettre des espaces propres au programme en partie supérieure et de donner un confort visuel aux occupants, mais on l'a translaté pour le mettre à proximité du sol et de le mettre en rapport avec la rue. Donc, petit résumé, 3 poutres, qui dit 3 poutres dit 3 travées de poteaux qui viennent directement sur les 3 poutres pour vérifier la descente de charge, et de travailler
un espace interstitiel qui viendrait entre les rez-de-chaussée, entre les commerces du rez-de-chaussée et les chambres en étage, et qui offrirait une double possibilité à la fois d'une transparence, une porosité visuelle de la rue, mais aussi un travail sur la sous-face qui donnait une ambiance, un signal, un peu comme ce que l'on voit lorsqu'on sort de la gare de Barcelone, avec ce grand parapluie qui fonctionne comme un signal horizontal. Donc cette manipulation permet de dégager un espace que l'on rend aux utilisateurs puisqu'on installe un plateau d'évolution. Et là aussi, PLU oblige ou difficulté constructive, nous ne pouvons pas installer le volume de vélos en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Donc on a travaillé une rampe qui encercle, qui fait le tour du bâtiment et qui permet aux vélos de monter. Donc là aussi, le flux devient un support d'animation. Donc là, un petit résumé sur le fonctionnement du bâtiment. Le bâtiment s'appuie sur le volume ferroviaire, puis vient les commerces, puis vient un espace vide, puis vient le programme. Vient les chambres des occupants, et au sommet, on avait bon espoir d'installer un espace vert qui aurait fonctionné comme un belvédère sur la ZAC Constitution tout autour. Donc voici l'image du concours. Un projet assez simple, un rez-de-chaussée à destination du commerce, des circulations. On voit un escalier croisé avec l'escalier des vélos, la sous-face et le corps des chambres en suspension sur les poteaux. Donc une petite particularité, qui est nous sommes dans le 13e. Donc dans le 13e, on a conservé toute la façon de faire de nos amis chinois, tant qu'ils sont à Hong Kong ou à Paris, c'est-à-dire de mettre en façade leurs éléments, que ce soit les cages à oiseaux, les climatiseurs, les vélos, les antennes et tout ce qu'on pouvait. Une vue de nuit. Et là, la vue de nuit a son importance puisque il va y avoir une animation visible à la fois comme de jour comme de nuit. Une chambre des résidents qui fonctionnait comme un couteau suisse, c'est-à-dire un objet technique le long du mur et qui évitait tous les sas. Bon, voilà, donc l'objet se déplie en fonction des besoins. Résumé du projet à travers le plan. Donc la partie blanche tout en bas représente les rez-de-chaussée. Un tout petit local vélo, puisque là c'était plutôt le local poussette, puisque on nous a imposé de mettre au moins 10 mètres carrés, 15 mètres carrés en rez-de-chaussée, puisque tout le monde ne pouvait pas utiliser la rampe pour monter à l'étage. L'accès à la résidence. Le local poubelle et une bagagerie. À l'étage, le plateau d'évolution avec le rangement pour les vélos. Au-dessus, une pièce commune, c'est l'ellipse que vous voyez, avec une partie dédiée aux occupants sur la gauche et une laverie sur la droite qui doit regarder le jardin. La ventilation des chambres, quelque chose d'assez simple, mais qui s'effectue sous une répartition gauche-droite autour d'un couloir. Mais malgré tout, ce simple dispositif n'est pas si facile je crois qu'il arrive à dégager des typologies de chambres différentes. Donc je crois qu'il y a 4 ou 5 typologies de chambres. Bon, on gagne le concours. Donc une fois qu'on a gagné le concours, c'est pas évident puisque ce projet se fait à plusieurs. C'est-à-dire que je gagne un concours dont la CEMAPA est l'aménageur et porte le projet pendant un premier temps, puis le promoteur réalise le projet et devient le maître d'ouvrage, à destination d'un acheteur final qui lui-même va le discuter avec un futur occupant. Donc, chacun a des désirs et des envies sur la façon de procéder ou comment aménager le projet. Bon, Anne, je te mets une petite dédicace, parce que je sais que le projet en dentelle était mon voisin, et on en a discuté de comment associer nos dentelles respectives. Bon, là aussi, dans les aléas du projet, il y a une décision du Conseil d'État en juillet 2010 qui dit qu'aujourd'hui, nous sommes une nation d'handicapés et que toutes les chambres doivent se transformer. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions 77 chambres avec une chambre de PMR par étage, et à la fin, nous avons des PMR partout. C'était assez intéressant ce principe, puisque lorsqu'on a demandé à l'utilisateur final, qui était le Crous, comment allons-nous faire avec
les handicapés. C'est-à-dire qu'il y a un réservoir d'étudiants, de 50 000 étudiants sur Paris, et je crois qu'il dispose à peu près de, de mémoire, 15 handicapés sur toute cette population. Donc, quand bien même il voudrait mettre tous les handicapés dans la même résidence, il aurait encore de la réserve et il peut attendre quelques années avant de le faire. Bon, là aussi dans l'évolution, j'ai eu un grand plaisir de rencontrer l'architecte des bâtiments de France qui m'a fait un cours du comment est-ce qu'on fait, on travaille les poteaux et que nos petits poteaux très fins ne lui plaisaient pas et qu'il aurait préféré des poteaux plutôt massifs, importants. Donc on avait l'idée d'un bâtiment qui était porté avec des petites jambes et tout d'un coup il devenait beaucoup plus massif, un peu comme un bâtiment fasciste italien. Donc bon, on l'a fait, je crois même qu'on a déposé un permis de construire et là on a transformé notre bâtiment Pink Flamingo en Fat Elephant, donc il modifie un peu les proportions. On a eu aussi cette version Dark Vador qui consistait à emballer les balcons qui étaient en saillie sur le jardin par un grillage plutôt que par un barodage. Mais là, on va dire que mes rapports se sont tendus avec l'acheteur qui ne voyait pas du tout ça d'un bon oeil. Bon, donc voilà, ça donnait ça au final, mais c'était intéressant puisque quand Jean Nouvel le fait au musée du Quai Branly, ça passe très bien. Quand on essaye de le faire dans une résidence étudiante, on me dit toujours c'est moche, c'est affreux, ça ne tient pas, il n'y a pas le règlement. Et même si on a apporté tous les règlements de sécurité et des réalisations, ça n'était pas possible. Bon, au final, dans le traitement de la façade, oui, tel Don Quichotte, nous avons transformé la façade sur jardin avec une très jolie couleur rose de façon à ce que les étudiants voient la vie en rose en permanence. Alors non seulement les étudiants, mais aussi les voisins. Donc enfin, le bâtiment voit le jour. Donc voici quelques vues sur sa mise en place à partir des voies ferrées qui seront à terme couvertes. Donc là, tout l'intérêt est de voir l'interstice et de voir que finalement le bâtiment se décolle du sol et crée cette animation que l'on voulait pour les spectateurs au niveau de la rue. Là, c'est dans le jardin du M9D4, bâtiment voisin réalisé par Anne de Miance. Donc là, la végétation a commencé à prendre et on voit moins les circulations qui prennent autour, qui s'enlacent. Enfin, le croisement des circulations, c'est qu'on voit le départ de la rampe, au-dessus vient l'escalier qui mène au plateau d'évolution et le plateau d'évolution lui-même. Donc tout ça crée un carrefour et un croisement de personnes qui était intéressant dans la vie du bâtiment. Donc en contrebas, à partir de la rue du Chevaleret, donc par opposition de la façade qui était tramée en couleurs plutôt désordonnées, cette façade était extrêmement régulière et travaillée en creux avec les façades. Donc même vue de nuit, avec l'animation à travers l'espace interstitiel. Donc on s'approche de la pièce commune. Alors la pièce commune, parce que le chantier est toujours fait de plein de hasards, on l'a souhaité totalement transparente. Et on avait habillé cette pièce en ellipse avec de la réglite transparente. Il se trouve que la réglite est disponible transparente dans tous les pays du monde, sauf en France. Donc voilà, donc il a fallu malgré tout l'adapter et l'accepter sur la pièce commune. Donc il a fallu aussi adapter beaucoup de choses, notamment le subtil travail du menuisier qui ne savait pas découper l'acier. Donc il a fallu recapoter quelques pièces un peu présentes, et ce qui a introduit le volet signalétique dans le bâtiment. Donc on a commencé à travailler une identité du bâtiment à travers son blason. Donc voilà, on a fabriqué le Pink Flamingo, avec, là vous avez la signature des architectes, H comme Hugon, M comme Aupin. Et le Loudou, c'est l'endroit où les gladiateurs s'affrontent avant d'aller dans l'arène. Donc voilà, Loudou, Sainte-Crousse, ça sonnait pas mal. Donc ça a déchaîné aussi l'enthousiasme du Crous, puisqu'il nous a demandé de décliner la totalité de la signalétique sur toutes les chambres. Donc nous avons fait une signalétique pour la pièce commune, pour le local poubelle, pour la bagagerie, et ainsi de suite. Donc une vision sur la pièce commune. L'intérieur du plateau d'évolution. Et finalement, ça prend. Les résidents utilisent cet espace et n'hésitent pas à venir faire une partie de streetball ou de badminton. L'utilisation des vélos, donc on fait le tour. Voilà, on peut emprunter la rampe et on fait le tour avec le vélo.
Alors là aussi, le vélo fonctionne tellement que, bon, on en avait mis sur les balcons, mais ils prennent, on va dire que les occupants ont bien compris le truc et arrivent à les mettre directement dessus. Donc ça crée l'animation que l'on souhaitait. Et un petit épisode aussi qui est l'épisode de la machine à laver. C'est qu'en plein milieu du chantier, la Socotec découvre qu'une machine à laver est un instrument extrêmement dangereux. Donc la laverie que l'on voulait totalement transparente, voilà la partie qui est ici. Non, il y a quelqu'un qui arrive à m'envoyer un SMS. La partie que l'on voulait totalement transparente a été recapotée parce que voilà, le risque d'une machine à laver menace la totalité du bâtiment. Donc voilà, une machine à laver, c'est un peu comme une arme de guerre, et très dangereuse. Donc faites attention à vos machines à laver, elles sont potentiellement prêtes à exploser. Donc une vue sur l'intérieur des appartements. Donc c'est des cellules qui sont relativement larges. On a travaillé, c'est une customisation un peu particulière puisque chaque étage a un code couleur. Donc il y a un étage rouge, du bleu, du blanc, du bois pour chaque étage. Vue sur l'extérieur et qui permet de voir l'éloignement vis-à-vis de la Seine ou des bâtiments. Bon, en conclusion pour ce bâtiment, on a établi un dogma. Alors, le dogma, c'est notre façon de procéder. C'est qu'aujourd'hui, on s'interdit de travailler des façades végétales, on s'interdit de tartiner les bâtiments avec de la fourrure verte ou de mettre du bois. On ne met pas de boîte en porte-à-faux pour habiller un bâtiment qui n'aurait pas d'expression. On n'utilise pas de couleurs vives ou de couleurs primaires, couleurs Pantone et ainsi de suite. On n'essaye pas de faire des bâtiments avec des volets persiennes qui coulissent pour créer des subtiles animations de façade. On n'utilise pas d'habillage métallique à motifs. Alors ça m'envoie aussi à Anne, je me souviens que ça m'avait étonné parce qu'à la même place, elle disait « moi je ne sais pas utiliser l'enduit ». Et moi, c'est pareil, je ne sais pas faire en sorte, alors ça doit être un truc féminin, je ne sais pas faire une robe au bâtiment de façon à pouvoir l'embellir et lui donner plus de majesté. Donc voilà, nous, nos bâtiments, ils sont rugueux et on considère que c'est la qualité d'usage et la plastique qui confère toutes les qualités au bâtiment. Bon, un autre projet important, le bâtiment M, qui se trouve sur la rue Robière. Donc là, nous avons compilé les avis des occupants. Et donc, c'est pas du tout un texte, c'est les avis des occupants qui sont plutôt positifs. Et c'est intéressant de s'apercevoir que dans ce bâtiment que l'on considère comme atypique, étrange, les gens le vivent très bien et s'acclimatent parfaitement à ce dispositif. Donc je vais vous en parler un tout petit peu. Donc on le gagne aussi en 2006. Alors là, c'est le roi Toupou-Fort, roi de Tonga, est mort. C'est une grande année. Le bâtiment se situe dans le 17e arrondissement, dans une rue qui est tout en longueur, qui fait 600 mètres de long. Donc un dispositif un peu particulier. Alors, avant ça, donc on reprend, c'est une rue de 600 mètres de long qui se situe à Paris. À Paris, il y a toujours pareil, des règles urbaines, un PLU. Il y a des règles de ZAC fournies par les coordonnateurs de ZAC, qui sont l'agence TVK et Michel Gutmann. Il y a aussi les caractéristiques propres au lieu, un contexte, une rue très étroite, un cimetière à proximité, et Dieu sait s'il sera une influence, la présence du périphérique avec des nuisances sonores, une orientation, un nord, un sud, et ainsi de suite. Plus particulièrement, il fallait travailler en workshop, c'est-à-dire travailler en réunion avec 12 architectes, donc, et non des moindres, puisque voilà, ce casting appelait des stars internationales avec le professeur Yoshie Tsukamoto de... comment elle s'appelle son agence ? Bobo, de l'agence Bobo, et l'agence EM2N, des Suisses. Bon, voilà, nous travaillons tous ensemble pour faire des projets. Alors ce projet avait l'ambition, enfin, la nécessité de reloger une partie des gens qui se trouvaient dans une tour à proximité et qui doit être détruite. Donc, toujours dans la compilation des données, viennent s'ajouter les règles de calcul thermique. Donc nous faisons ce projet en 2006-2007, le permis de construire est déposé en 2007, et nous devons observer la RT 2005, moins 20%, profil A, HTPE, et ainsi de suite. Bon, les règles de PMR, faire du logement social, le faire, ça veut dire le faire à un coût très particulier,
Et pour ce projet, nous avons mis un point d'honneur à respecter toute la granulométrie des logements qui étaient demandés, c'est-à-dire à faire en sorte de faire entrer dans une boîte tant un studio qu'un T5, ou même voire un T5 et plusieurs T3. Donc ça donne une irrégularité du bâtiment qui finalement fonctionne à merveille. Et à ces données, ajouter nos propres obsessions qui sont la gestion des flux, les passages, comment apprécier l'extérieur et comment s'approprier les espaces, que ce soit avec une balancelle, un chat, un chien, un raton laveur, et tout ce que l'on voudra. Ah, j'ai découvert aussi qu'à cette compilation viennent 2 nouvelles données qui sont les conseillères du maire, qui régulièrement m'occasionnent des débats passionnants sur la taille des fenêtres. Donc je suis régulièrement convoqué à la mairie pour parler des dimensions de fenêtres. Donc, pour ce projet, voilà, il y a quelque chose qui nous interpellait, c'était de se dire, au filtre de toutes ces contraintes, comment peut-on transférer les gens qui habitent dans une tour dans une autre petite tour, puisque c'était le projet initial prévu par la ZAC, on le verra plus tard, et au filtre de toutes ces contraintes, comment éviter qu'un bâtiment ne soit pas simplement un badigeonnage de fenêtres sur un volume prédéfini. Et un engagement qu'il est presque légitime de se dire qu'on a le droit d'habiter une maison, même si on habite à Paris, et que ça serait intéressant de fabriquer un bâtiment qui permettrait l'identification de chacun à travers un corps de bâtiment. Donc on se dit oui, nous relevons ce challenge. Donc voici la figure initiale que les coordonnateurs nous ont présentée. Il s'agissait d'une succession de plots R+5 de 10 appartements qui étaient ventilés sur la longueur. Donc évidemment, les travaux de workshop ont permis de remanier la totalité de ces bâtiments. Alors, chacun avait des idées bien particulières, dont le professeur Yoshie Tsukamoto, qui, par son influence, a décidé de travailler le mur du cimetière, qui était pour lui quelque chose de très important. Je pense que voilà, la madone japonaise lui a dit travaille le long du mur, mais ceci a aussi eu un impact, puisqu'en rétrécissant son bâtiment, il l'a allongé, et que ceci a impacté le nôtre, et c'est tout l'intérêt du workshop, c'est de pouvoir faire des deals avec le voisin. Nous avons aussi nos voisins Avignon-Clouet, qui sont des très bons architectes nantais. D'ailleurs, Francis, tu devrais penser à eux prochainement. Donc, eux, ils ont dû réaliser un bâtiment tour, puisqu'ils ont bénéficié d'une possibilité du PLU de monter un petit peu plus haut. Et ils ont réussi le tour de force de travailler en fusion avec une autre équipe d'architectes qui s'appelle l'Atelier Provisoire, architecte basé à Bordeaux. Donc là aussi, c'est une petite influence sur notre projet, puisqu'il a fallu combiner... en gros, ils ont récupéré notre jardin. Donc c'était pas gagné tout ça, nos voisins. Une donnée aussi très importante, c'est que nous sommes à côté d'un cimetière, qui est plutôt un parc pour nous, avec des grands arbres magnifiques, mais nous n'avons pas le droit d'ouvrir des vues au titre du Code civil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir de vue directe sur des lieux de sépulture. Donc là aussi, un grand moment dans ce que Paris Habitat nous propose, qui a été le séminaire par l'équipe du développement durable. Alors, c'est assez merveilleux de voir qu'en France, le développement durable consiste à dire qu'on met les bâtiments au sud, qu'on met des volets à l'est et à l'ouest, et qu'on met des arbres sur le toit. Voilà. Donc avec ça, si je rajoute une ventilation double flux, je crois que nous avons fait 100% du développement durable en France. C'est pas la peine d'essayer de faire plus, on va dire que ça se résume à ça. Alors là, pour cette équipe qui était très en forme, je crois avoir entendu à peu près une bonne vingtaine de fois qu'il fallait mettre du verre, sur le toit, que c'était très bien de faire des toits végétalisés, qu'il fallait faire des transparences, qu'il fallait faire des toits végétalisés, Donc, on nous a dit pourquoi pas faire des toits végétalisés, et avec une petite manipulation, en compactant notre bâtiment, et on pouvait se dire que si le toit était végétalisé, et en le pliant, au moins tout le monde en bénéficierait, et qu'il n'y avait pas besoin d'aller grimper sur le toit pour aller voir du toit végétalisé. Donc cette configuration un peu particulière permettait de fabriquer 2 collines, puisqu'on est dans un registre végétal, celui-ci pouvait s'adapter à une physionomie de bâtiment. Donc là aussi, une conséquence, c'est que là où on devait travailler du sud, finalement on travaillait du est-ouest, mais la contrepartie, c'est que nous avions un toit végétalisé.
Une des données importantes aussi pour ce bâtiment, c'est que nous sommes face à l'envers du lycée Honoré de Balzac, qui présente une façade nord des plus joyeuses, puisqu'elle est complètement occultée, présente très peu, toutes petites ouvertures, et apporte une ombre colossale. Donc il n'y a pas grand intérêt à regarder cette façade triste. Et là encore, le dispositif en est-ouest permettait de s'y soustraire. Et là, miracle de la réglementation, ce qui était prévu ce qui était interdit en vue directe sur le cimetière devient possible avec des vues biaises. Donc là, nous avons la grande possibilité d'avoir finalement une vue sur le parc. Donc plus vraisemblablement, voici la rue dans son état initial, puis la vue avec notre bâtiment. Donc le bâtiment se présente comme ça, comme un bâtiment avec un V en son centre, qui est pour nous un bâtiment Arche de Noé, un bâtiment avec une coque banalisée blanche, qui est un peu ce respect de la façade haussmannienne, la façade haussmannienne est une façade continue, régulière, qui ne se diffère, pour laquelle il y a très peu de différence entre tous les voisins. Et là, voilà, nous avons travaillé cette coque uniforme, blanche, qui empruntait les matériaux de nos voisins, tant pour cette façade extérieure que pour la façade intérieure, pas pour le métal dédié aux petites maisons intérieures. Les transparences entre chaque bâtiment, avec le jardin restitué à Avignon-Cloué, et plus spécifiquement pour notre bâtiment, cette transparence possible vers le parc, vers le cimetière qui est en retrait. Donc il y a finalement beaucoup de trous et beaucoup de relations avec le parc. Alors, on pénètre dans le bâtiment par cette entrée. Oui, alors ça a été la période buse. En 2006, on a fait toutes nos entrées en forme de buse, qui était cette forme ronde, puisqu'on était sous influence chinoise. La forme ronde est un signe de prospérité. Donc voilà, on souhaitait que les occupants bénéficient d'un environnement plein de prospérité et en même temps éclairé par une jolie couleur de ciel à chaque fois qu'ils se réveilleraient ou qu'ils emprunteraient ce passage. Donc l'entrée, qui distribue un système de circulation pour une cage d'escalier d'un bâtiment est et une cage d'escalier pour un bâtiment ouest. Donc le tour de force est d'arriver à combiner les deux, puisque là, il n'y a qu'un système de boîte aux lettres, et tous les occupants doivent venir dans ce hall pour récupérer leur courrier. Donc c'est pas si facile de faire un bâtiment qui se divise en deux avec un seul sas. Bon, malgré tout, on arrive à le faire et on arrive à exploiter une règle que l'on ne pourrait plus utiliser aujourd'hui, puisque d'un côté, le bâtiment a un ascenseur et permet de transporter toute PMR vers son domicile, et de l'autre côté, un escalier qui se développe sur un R+3 plus duplex et qui crée une petite rue intérieure. Donc les appartements se répartissent autour des circulations. Donc les appartements sont ventilés 2 à 2 autour de la cage d'escalier. Et en tout cas pour la circulation qui est empruntée par l'escalier, crée un espace un peu inédit dans un bâtiment, puisqu'il crée une place semi-privée autour des circulations. Bon, on la voit un petit peu plus largement. En même temps, on voit la façade est, donc, qui se compose avec cet enchevêtrement de petits volumes qui s'opposent à la régularité très stricte de la façade. Donc elle crée aussi des individualités plus marquées pour chacun des occupants. La façade ouest, qui est parcourue par la rue intérieure, la circulation avec les escaliers. Un autre point important du bâtiment, une de revendication qui consiste à dire qu'il n'y a pas une fatalité à ce qu'un bâtiment soit seulement travaillé dans sa relation avec l'extérieur, avec des balcons. Donc nous, on a souhaité faire des jardins, voire des grandes terrasses. Des grandes terrasses sur lesquelles on peut s'installer, poser une table et tourner autour. Donc je crois de mémoire que toutes les terrasses font au moins entre 6 et 8 mètres carrés. Avec la possibilité de s'y installer et d'y faire ce que l'on veut. Et ça, c'est intéressant parce que ce dispositif de terrasse intérieure permet de s'affranchir de
presque d'une contrainte réglementaire sur la façade. C'est-à-dire le fait de se déployer sur l'intérieur si nous ne sommes pas en relation avec, la façade sur rue. Donc la façade citoyenne est respectée au titre du règlement, mais le caractère vivant intérieur est tout à fait possible et peut s'effectuer sans contrainte. Donc la séparation des appartements, là aussi pour les appartements les plus proches, s'effectuait par un volet végétal qui poursuivait pour le spectateur extérieur cette perception du végétal, même au cœur du bâtiment. Alors c'est pas parce qu'on fait du logement social qu'on ne travaille pas des typologies. Donc là c'est un duplex un peu particulier, puisque voilà, on pénètre sur la gauche, enfin, sur le plan qui est en partie supérieure, on pénètre dans le salon, et la cuisine n'est pas une cuisine américaine, mais une cuisine placée entre une salle à manger et un espace de réception. Donc elle fonctionne un peu comme un filtre, et en même temps en créant un dégagement, une nouvelle pièce pour une salle à manger, tout en respectant la base de vie pour la PMR. À l'étage, les chambres bénéficient d'une double hauteur qui permet aussi d'envisager que dans le futur, on peut supprimer la cloison, permet d'installer une mezzanine, voilà, de regrouper l'espace. Donc il existe une flexibilité dans l'appartement. Donc la vue sur le duplex. Ce que l'on voit à partir de l'appartement. Alors une des questions récurrentes pour ce projet était de se dire, mon Dieu, mais les appartements sont bien près. Et ben non. Ils ne sont pas plus près que lorsque vous êtes dans une rue parisienne, c'est-à-dire qu'il y a un écartement suffisamment vaste qui permet de ne pas être immédiatement dans les fesses de son voisin. Encore que voir les fesses de son voisin, c'est quelque chose qui est loin de me déplaire, et je trouve plutôt pas mal de pouvoir mater ses congénères, voire presque de tisser des liens. Donc là, dans une première version, on imaginait vraiment que les fils d'étendage allaient créer cette atmosphère napolitaine où le bâtiment permettait de faire sécher le linge. Donc, une vue de nuit. Toujours pour l'ingénierie française, un petit zoom sur cette partie, c'est-à-dire que nous avons dû restituer un local technique de 15 mètres carrés, c'est-à-dire que l'espace de convergence fluide, ou enfin je ne sais plus trop, mais en tout cas, en plein milieu de l'élaboration des études, je crois même du chantier, on nous a demandé d'installer un local de 15 mètres carrés pour un local technique. Donc, alors, in fine, ce local technique s'est résumé à une boîte à chaussures, donc il est pour ainsi dire, pas du tout occupé, et nous le voyons, alors c'est là, ce que vous voyez là qui émerge entre les deux faîtages des petites maisons. Donc il nous intéresse puisque le jour où nous n'avons plus de travail, nous pourrons emménager dans notre agence secrète à l'intérieur du bâtiment Robillard. Bon, le bâtiment sur la rue, en perspective. Alors ce bâtiment a plutôt un bon succès, et je retiens une très belle critique de Charles Jenks sur ce bâtiment, pour dire que c'était vraiment un modèle atypique et qui mériterait une réflexion un peu particulière. C'est un projet qui a duré pratiquement 7 ans. Oui, alors le résumé, c'est que je crois que nous avons gagné 160 000 € hors taxes, ce qui ramené à un coût mensuel nous donnerait 732 € hors les frais d'agence. Donc voilà, si j'ai une quelconque prétention à vouloir partager salaire, payer mon loyer, je crois qu'il ne me reste absolument plus rien. Un autre projet, le bâtiment RATP le long du périphérique, avec un très beau texte de Francis Soler. Bon, très beau, Francis, mais tu m'égratines quand même pas mal, hein. Je te l'ai déjà dit, mais... Donc, qui aime bien, châtie bien. Je le prends, mais pas moi te dire quand même que la première fois où je l'ai lu, il m'a surpris. Bon, ce projet, on le gagne aussi en 2006, une grande année, puisque la France est en finale et en Coupe du Monde de football. Alors, le bâtiment est à proximité du périphérique. Il est à la limite entre Aubervilliers et Paris. Tout commence par un coup de fil. Un coup de fil plutôt... Voudray, il y a un S à Voudray. Merde, il faudra gommer ça. Un coup de fil. Ce que je trouvais positif, c'est que pour une fois, on me demandait simplement les impressions avec un texte d'une page.
Bon, 3 jours plus tard, on me rappelle pour me dire « Bon, le texte c'est bien, mais il faudrait quand même que vous veniez voir le site, donc pourquoi pas ?» Et 3 jours plus tard, finalement, il y a quand même un concours. C'est-à-dire que même quand vous êtes face à un maître d'ouvrage privé, il ne peut pas s'empêcher de vouloir avoir plusieurs propositions de confrères. Donc là, on retient 3 équipes. Mes compétiteurs sont Umberto Napolitano de l'équipe LAN et Bob 361, représenté par Guede de Smet et son rouge à lèvres pimpant. Le projet consiste à réunir 2 sites souterrains, dont un est en proximité de la Fondation Cartier et l'autre sous la place de la République. Donc sans le déménagement de ces lieux, il ne peut pas y avoir de transformation de la place de la République. Alors c'est vrai que moi je garde un souvenir un peu étrange parce que j'ai dû expliquer quelques fois le projet à la base. Les réunions s'effectuaient à 1h du matin, puisque comme ils travaillent la nuit, donc je fais des explications de 1h à 4h du matin. Et je ne suis pas sûr d'avoir forcément transmis toutes les bonnes explications à ces heures-là. Donc le site de la RATP est celui-ci. Donc voilà, on voit le périphérique sur la partie gauche, le canal Saint-Denis. Enfin, voici l'emplacement que l'on va nous proposer. Bon, un petit résumé de tout ce qu'il y a tout autour. Vers le boulevard du McDonald's, d'Aubervilliers, et le projet que vous voyez avec le filet rouge est sur l'envers d'un foyer Sonacotra qui va faire l'objet d'une réhabilitation. Bon, qu'est-ce que l'on voit sur le site? On voit du ballast, des matériaux, puisque toute l'activité de ce site est dédiée à la maintenance des voies, de toutes les voies du réseau métropolitain souterrain de Paris. Donc il y a essentiellement des trains, des hangars, du matériau, et tous ces trains empruntent des voies, et on voit sur la gauche le tunnel, l'unique tunnel qui amène à tout le réseau et qui répartit tous les engins qui servent aux réparations des voies. Donc le projet commence comme ça. La parcelle. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez sur la parcelle, mais on a commencé par se dire, est-ce qu'on pourrait utiliser le parking? Non, on ne pouvait pas utiliser le parking puisque les utilisateurs avaient besoin d'installer leur voiture sur le parking existant. Donc on ne peut pas utiliser le parking. On s'est posé la question d'utiliser le bâtiment existant, c'est-à-dire de le transformer et de monter dessus. Eh bien non, on ne pouvait pas puisque le bâtiment existant doit rester en fonctionnement pendant la durée des travaux. Et c'est une des données clés du projet, c'est que il faut maintenir en activité ce bâtiment, et je ne peux pas construire au-dessus d'un bâtiment qui maintiendrait une activité. Donc il resterait cette parcelle, il y a un triangle, peut-on utiliser cette parcelle? Eh bien oui, on peut utiliser cette parcelle, donc ça tombe bien, puisqu'on va utiliser cette parcelle telle que, on va utiliser le triangle, et on va l'extruder pour installer le programme. Alors, voilà, on ne sait pas trop de quoi est composé le programme, mais ce que je sais, c'est que toujours dans cette particularité du lieu, on aime bien customiser les projets en fonction de ses utilisateurs. Donc, puisqu'ils utilisent un grand tunnel qui les amène vers le sous-sol, on va faire un système de circulation qui va les distribuer vers l'intérieur, et les 2 systèmes de circulation seront en vis-à-vis, l'un en continuité avec l'autre. Donc ce système de circulation est important puisque tout le projet repose là-dessus. C'est-à-dire que c'est un bâtiment triangulaire lié à la forme de la parcelle avec un système de circulation. Donc les premières ébauches donnent ceci. Donc une plateforme industrielle. Et comme vous le savez, à Paris, il faut faire des toits végétalisés. On n'a pas pu s'empêcher de réfléchir à cette version, mais qui n'a pas beaucoup plus... Bon, on n'a pas épilogué, on s'est dit qu'on pourrait peut-être la faire comme ça. Bon, on a fait plein de tentatives, et là, je vais aller directement à la conclusion du concours, puisqu'on me demandait de faire un plan masse et une perspective. J'ai fait un plan masse et une perspective. Donc, contre toute attente, on a gagné aussi, mais ce qui posait un problème, c'est que mon interlocuteur, mon client, ne savait pas comment le programme pouvait rentrer là-dedans. Donc, je trouve assez intéressant de gagner un projet sans programme. Donc, alors, on a gagné, et après, on a discuté sur comment devait aller évoluer le projet. Mais le programme va venir plus tard. Donc là, ce qui était important, c'est de débattre de la façade, parce que
comme un bâtiment noir, ça se fait pas. Bon, je sais bien que Beckman et TP l'ont fait, mais moi, c'était pas envisageable. Donc, mon projet était très bien, mais il fallait le modifier. Donc, une des premières hypothèses, c'est fait avec cette accommodation des fenêtres, avec des visuels d'animaux préhistoriques qui seraient remontés du sol, puisqu'ils travaillaient dans le sous-sol, on imaginait qu'on allait faire des résurgences d'animaux sur la façade. Et en même temps apparaît quelque chose qui n'était pas prévu initialement, qui est cette lentille qui surmonte le bâtiment et qui était un dispositif énergétique un peu particulier, puisque dans les contraintes du bâtiment, pour lequel nous n'avions aucune obligation de faire un bâtiment dit développement durable, on a installé une toiture végétalisée qui est une toiture drainante et qui permet d'éviter d'envoyer toute l'eau directement dans les collecteurs. Il se trouve que lorsque vous faites une toiture végétalisée, vous ne pouvez pas mettre de panneaux photovoltaïques ou d'éléments directement sur la toiture, puisque vous neutralisez tout le végétal. Donc on avait proposé cette lentille en superstructure. Donc c'était très bien, mais ce n'était pas possible. Donc le client nous propose spontanément, et pourquoi on ne mettrait pas une hélice? Donc je dis pas de problème, faisons un bâtiment avec une hélice sur le toit, et on conserve les diplodocus les diplodos sur la façade. Mais là, au même moment où on lui propose cette solution, il se trouve qu'en Normandie, une vache est morte par le détachement d'une pale, et ça a un peu contraint le maître d'ouvrage en se disant qu'un foyer Sonacotra à côté était susceptible de recevoir une pale. Donc je ne voudrais pas comparer les habitants du foyer Sonacotra à des vaches, mais en tout cas, le maître d'ouvrage a abandonné cette idée. Alors c'était très bien, donc on lui a proposé de faire une hélice à l'horizontale, et qui est un peu plus difficile à justifier, puisqu'elle ne tournait plus, mais encore que Daniel a bien essayé de la faire tourner, on aurait pu le faire, mais c'était plus difficile à justifier, donc on l'a justifié différemment, c'est-à-dire que ce tripale qui était en superstructure devient la combinaison d'une cheminée et des projecteurs qui étaient disséminés un peu partout sur le site et qui ont vocation à éclairer d'un côté les voies, de l'autre côté le quai de déchargement et d'un autre côté le parking, puisque le bâtiment est triangulaire. Voilà, j'ai besoin que d'éclairer 3 zones du site. Et qu'en s'apercevant qu'en combinant ces 3 éléments, et ben, avec 3 bras, il suffit de les élargir un tout petit peu et on est susceptible de rajouter des panneaux photovoltaïques ou de l'eau chaude sanitaire. Bon, donc là c'est très bien. Alors on avait gagné sur la technique, on garde le tripale, mais tout d'un coup c'est la base qui nous dit non, vous ne pouvez pas nous faire des animaux quand même, tout le monde va nous prendre pour des bestioles, des bêtes, c'est pas possible. Donc je dis pas de problème, on va changer les couleurs, et puisque voilà, tout le site est habillé par des dispositifs de sécurité, des motrices oranges, les gens se baladent avec des gilets oranges, on reprend naturellement les codes de sécurité sur le site et on habille le bâtiment. Bon, donc là c'est très bien, mais je découvre quelque chose d'autre, qui est l'architecte des bâtiments de France, qui a son avis sur la question. Je crois qu'à l'époque, c'est Nathalie Chazalette, l'architecte des bâtiments de France, et qui est devenue conseillère plus tard, conseillère du maire un peu plus tard, et que je vois régulièrement pour des histoires de fenêtres. Mais là, notre première rencontre s'entreprend sous la copie, puisqu'il faut quand même savoir que lorsque vous utilisez du béton et que vous faites un bâtiment en béton, vous copiez Rudy Ricciotti. Donc, mon entrevue a été assez glaciale, puisque j'étais un copieur. J'avais fait un bâtiment en béton, avec des petites ouvertures, et blasphème suprême, avec un palmier. Alors même si le bâtiment du Stadium a un palmier décoratif, moi mon palmier énergétique a été vu sous la forme d'une œuvre subversive. Alors la discussion s'est terminée avec, vous imaginez, si tous les architectes, si tous vos confrères viennent pour faire un hôpital avec une croix bleue sur la façade. Alors, je dis, ce serait merveilleux. Sortez, monsieur, je ne veux plus vous voir. Voilà. Donc au final, il a fallu dealer avec mon commanditaire qui a préféré rassurer et qui mon client travaille beaucoup avec la ville et souhaite que tout soit permis de construire soit validé sans sans grief, sans observation, validé sans observation. Donc voilà, pour faire plaisir à tout le monde, on a réduit le pyjama orange et on l'a mis simplement à hauteur des engins en infrastructure. Bon, donc voilà, ça c'est la bonne façade. Alors vient un autre élément du programme. Alors le programme, c'est le casier.
C'est-à-dire que tout le bâtiment a une résonance japonaise, puisqu'il est tatamisé sous la forme du casier de vêtements. Donc nous avons travaillé 2 ans pour faire des cellules de vestiaires, puisque le bâtiment accueille essentiellement des gens qui se déshabillent. Donc toutes les pièces ont été faites sous la base du casier, avec un jeu de 5 cm de chaque côté. Donc voilà, donc le plan, donc ça donnait ce type de cellule qui donnait quelque chose d'assez sympathique, puisque voilà, on a cherché une régularité du casier dans la pièce coincée entre 2 salles de douche, donc un visage symétrique du vestiaire. Donc un autre étage de vestiaire, le restaurant à l'étage. Bon. Un petit tour de force quand même sur ce bâtiment, puisqu'il réalise une double stratification, à la fois des usages, puisque au rez-de-chaussée se trouvent les ateliers, au premier étage un étage de vestiaire, au deuxième étage des salles de réunion, au 4e étage des vestiaires, j'en oublie un, au 4e étage le management et au 5e étage le restaurant. Et en même temps, chacun des occupants de ce bâtiment, ce qu'on appelle des métiers de la SNCF, se ventile par étage, avec l'idée d'être autonome dans son étage, et si possible sans voir le voisin, enfin, son collègue de travail. Donc le conducteur de motrice ne voit pas le travailleur sur les voies, qui ne voit pas le management. Bon, voilà, donc en tout cas, voilà, pour nous ça a été comme un Rubik's Cube, il a fallu manipuler le programme pour que tout rentre dans chacun des étages. C'est pas évident hein, dans un bâtiment en triangle. Bon. Donc enfin, le bâtiment se construit et on installe sa curiosité, c'est-à-dire le mât. Donc on le fait avec des tout petits boulons et un scellement indispensable. Voilà. Oui, alors on a quand même eu quelques petits déboires et l'entreprise n'aimait pas forcément l'architecte. Bon, en tout cas, le bâtiment fleurit in fine. Voilà, donc moi je vois ça comme une superbe fleur sur un bâtiment, avec du recul entre sur la gauche le parking qui a vocation à être détruit et être reconstruit par un hôtel, et sur la droite le foyer Sonacotra. Alors devant les anciens bâtiments les bâtiments qui restent en place, la façade le long des voies, avec en saillie le système de circulation. C'est que je n'en ai pas encore parlé, mais je vous en parlais, puisque finalement ce bâtiment est un bâtiment très simple, c'est un bâtiment en triangle, parcouru par une grande circulation transverse. De l'autre côté, une façade frontale, avec le pavillon du gardien. Alors le pavillon du gardien est quelque chose d'intéressant aussi, puisque c'est un bâtiment tout en béton. Il y était avant, on l'a gardé après, on l'a fusionné avec le bâtiment en triangle, et je me suis dit que si Herzog et de Meuron arrivaient à faire une maison tout en béton, je ne sais pas pourquoi, nous Français, on n'arriverait pas à faire un bâtiment tout en béton. Enfin, un pavillon de gardien tout en béton. Ça n'a pas été si facile parce que je crois qu'il a fallu attendre la dernière seconde pour avoir une étanchéité qui nous permettait de faire le toit en béton du pavillon du gardien, qui est la petite maison sur la gauche, et que la facture du toit en béton a tellement été bien faite que j'ai apprécié qu'on mette de la couleur orange pour gommer les irrégularités du coulage. Bon, je suis particulièrement fier de la cheminée qui fonctionne. Bon, la maison du gardien, avec ses 2 fenêtres, puisque tout le trafic qui vient sur le site doit être contrôlé. Donc là, je trouve intéressant de faire renvoyer ça à Tati, c'est-à-dire du Tati au ticket, il n'y avait qu'un pas, et d'imaginer que le contrôleur allait passer d'une fenêtre à une autre pour observer les véhicules qui entrent et qui sortent sur le site. Donc le bâtiment à la proue, les photos ont été faites par Cécile Septet, photographe. Une vue sur le quai de déchargement. Voilà la façade sud, surmontée par la Marguerite. L'entrée de tout le bâtiment. Alors on revient à la période 2006, c'est un peu à cause d'eux qu'on a travaillé les buses de béton, puisqu'elles reprennent la géométrie des stations de métro. Donc on entre comme si on rentrait dans une station de métro,
Alors là, c'est une petite vue sur le peintre qui, à mon avis, a débuté d'un côté et qui a pris de la marge pour terminer sur l'accès au sous-sol. Donc là, voilà, on voit les associations de couleurs entre la motrice qui se déplace et le soubassement du bâtiment. La même vue de nuit, avec le tripale qui éclaire les voies. De l'autre côté, le tripale qui éclaire le parking. Et là, la circulation transverse du bâtiment. Donc, j'ai mis un point d'honneur à utiliser tout ce que la RATP met dans les stations de métro, c'est-à-dire du carreau diamanté, une frise miel, et pour plus tard, un sol Nora caoutchouté de couleur RAL 2004. Bon, donc reprendre tout ce que la RATP donne à ses usagers. Et en dédiant spécifiquement la circulation avec un nom, puisque voilà, on est sur le site Villette, donc les usagers ont leur propre station de transport qui s'appelle le site Villette. Donc la performance là est d'avoir installé un escalier transverse là où on attendait un escalier de secours, et cet escalier transverse, bon, évidemment, ne rentrait pas dans le bâtiment, et c'est ce qui lui donne aussi toute sa caractéristique, c'est que l'escalier sort du bâtiment et crée un élément en porte-à-faux sur la gauche. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les gens puissent se voir et circulent à l'intérieur et puissent échanger plutôt qu'être simplement dans une colonne verticale. Donc voilà, l'escalier sort du bâtiment. Alors, une donnée un peu particulière, c'est que les utilisateurs ne sont pas forcément comme vous et moi, mais en tout cas, s'ils sont comme moi, ils sont 2 fois comme moi. Et ils se déshabillent souvent. Et ils se déshabillent pour venir prendre à tâche et aller travailler. Et ils n'ont pas forcément envie d'être vus, spécialement par les voisins vaches du foyer Sonacotra. Donc il n'était pas possible de faire un bâtiment complètement transparent. En même temps, comme ils avaient passé 20 ans dans des souterrains, il n'était pas possible de faire un bâtiment complètement opaque. Et en même temps, il n'était pas possible de faire un bâtiment qui aurait repris des fenêtres ou des dispositifs d'un bâtiment habituel. Voilà, donc l'intérêt d'avoir travaillé les ouvertures est de se dire qu'on travaillait des petites fenêtres sous forme de hublots, des fenêtres circulaires, qui permettaient d'avoir une relation avec l'extérieur sans pour autant être totalement visible de l'intérieur. Et qu'en additionnant une donnée du programme qui était d'installer des lavabos et un miroir, la combinaison de cette fenêtre un peu particulière, volontairement banalisée dans la grande façade extérieure, pouvait faire 2 yeux et une bouche avec le lavabo. Et finalement, avec un coup de peinture, on arrivait à faire un sourire qui permettait d'accueillir chacun des utilisateurs du lieu, d'être accueillis avec ce sourire. Donc, comme je vous le disais, le bâtiment est stratifié par étage. Donc, chaque vestiaire a son code couleur, chaque métier a sa couleur. Et la femme a un vestiaire cyclope avec un œil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui transportent des rails. Bon, donc voilà, le code couleur, un autre vestiaire avec la couleur jaune. Là aussi, le maître d'ouvrage me demandait de réfléchir à une signalétique de couleur à l'intérieur des espaces de circulation. Donc on l'a d'abord fait, enfin on l'a même fait, mais on lui a quand même d'abord proposé une couleur qui s'épuiserait au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, voilà, qui serait assez importante au rez-de-chaussée, mais qui, lorsqu'on arrive au dernier étage, vient épouser la ligne du sol. Donc ça donne ceci. Alors c'est très difficile de travailler la couleur, alors même si dans le dogma on s'est interdit ce type de couleur, mais il faut reprendre le truc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une couleur rouge, parce que la couleur rouge, les pompiers n'en veulent pas pour les circulations. On ne peut pas utiliser la couleur jaune parce que ça renvoie aux toilettes. On ne peut pas utiliser la couleur noire parce que c'est salissant. On ne peut pas utiliser du blanc parce que c'est salissant. On ne peut pas utiliser du gris parce que ça fait sale. Donc le vert, c'est pas mal parce que ça leur rappelait la campagne. Voilà. Donc la salle de restauration, qui dans le jeu des combinaisons spatiales a fini au 5e étage, avec l'idée simple de se dire, puisque c'est des gens qui travaillent sur la circulation et qui travaillent le flux, bah, c'était pas anormal qu'ils le regardent. Donc voilà, la salle de restauration est en l'air et regarde l'extérieur. Oui, dans le programme, on nous demandait un local télévision. Donc voilà, on a fait un fantôme télévision sur le sol Nora RAL de 2004.
Non, je confonds RAL 2004. Je crois que le RAL 2004, c'est pour la couleur d'escalier. Ici, la coursive extérieure avec le plus joli détail que l'on a dessiné, puisqu'il s'agit de travailler le luminaire rabattable. Donc, je ne me lasse pas de voir les gens venir avec une canne à pêche pour attraper le luminaire pour changer le fluo. Je trouve assez drôle de voir les gens qui montent au 4e étage pour aller à la pêche au fluo. Donc la coursive, qui fait le tour du bâtiment. Une vue sur la terrasse, qui reprend avec ses ouvertures, les ouvertures des vestiaires. Une salle de commandement, avec un effet un peu particulier, puisque vous êtes à la pointe du bâtiment. Et ça m'a toujours paru étrange, parce que tout d'un coup, lorsque je rentre dans cette pièce, j'ai l'impression d'être une vache, avec une vision bicéphale, où mon cerveau reconstitue une image un peu particulière, puisqu'il y a une image de droite, une image de gauche, et tout ça se confond en un seul plan. Donc je voudrais, de temps en temps, il faudrait que je demande aux utilisateurs s'ils n'ont pas des maux de tête lorsqu'ils sont dans cette pièce. Une vue de la terrasse, avec la Marguerite qui le surplombe. Donc globalement, ce bâtiment a plutôt du succès. Donc voilà, on a quelques prix. On est lauréat du Good Design. On a été nominé pour le prix Miss Vendero et nominé pour le prix Ecola. Alors, je reviens au magazine dont je vous parlais initialement et qui est un peu le support de ce que je vous présente. C'est que voilà, je fais des dessins. Et notamment, là, c'était pour une commande d'un éditeur coréen qui voulait illustrer sa collection de livres. Donc, il engage une collection autour de divers thèmes, une collection de musées, une collection d'espaces publics, une collection de petits designs, une collection d'aménagement intérieur, de paysages. Voilà, donc on fait des dessins. Alors, ça tombe bien, puisque la Corée me renvoie à ce projet. Donc, récemment, on reçoit un coup de fil de mon camarade Simone, avec qui j'ai fait mes études aux États-Unis, et qui me dit, ça serait bien... alors Simone habite à Séoul. Alors, Simone est italien et a son agence basée à Turin, mais il habite à Séoul. Donc il me propose de faire un concours, et là ça pose un problème, parce que je dis, il n'y a pas de problème, mais en ce moment je suis en Inde. Donc il me dit, oui, c'est pas grave, travaillons ensemble. Alors il faut quand même ramener ça à la situation, c'est-à-dire que nous sommes une agence basée à Paris, dont l'associé de Simone est à Turin, mais qui est en voyage à Doha, pour lequel je suis moi-même à Mumbai, et le projet se compile à Séoul. Donc heureusement, à l'heure d'Internet, tout ça est possible. Donc ce projet consiste à transformer un lieu un peu particulier à Séoul. Il s'agit de transformer le Dongdaemun Park Plaza, qui est un ancien terrain de basketball, en un nouveau musée que Zaha Hadid réalise. Alors c'est un peu cosmique Zaha, parce que c'est vrai que le projet est un peu particulier. Voilà, le projet se présente comme un espèce de ver de terre lunaire. Alors ce qu'il y a de bien avec nos amis asiatiques, c'est que on en fait toujours au programme, il n'y en a pas. Donc j'ai un blanc parce que je repense à XTU une fois qu'il racontait qu'ils avaient eu le même problème avec le musée de la préhistoire, c'est qu'ils ont fait le bâtiment et une fois qu'ils avaient gagné, ils ne savaient pas ce qu'ils mettaient dedans. Donc ça avait donné toutes sortes de discussions. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le musée est construit, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors là, ça me dérange d'autant moins que l'appel à idées revenait à dire qu'est-ce que l'on fabriquait autour. Donc le bâtiment s'accompagne d'un parc, d'un environnement tout autour, et qu'il va falloir occuper. C'est un parc minéral. Donc, on n'a pas beaucoup de vues parce que le bâtiment n'est pas encore totalement terminé, mais le projet consiste à se dire qu'autour de cette forme, voilà, il y a un environnement et qu'il va falloir animer ces espaces extérieurs. Donc, une des données du projet, de ce concours, c'est de travailler avec le bongo. Le bongo est un camion et qui a volonté à travailler un peu ce type d'objets qui sont des objets motorisés avec parfois un espace de bureau, mais en tout cas un objet à tout faire qui est ramené à une toute petite unité, un tout petit module. Donc le bongo fait 3 mètres par 15, donc nous devons travailler un espace de 15 mètres carrés autour d'un camion bongo. Bon, j'ai beaucoup de mal avec le bongo, parce que moi ça m'a toujours évoqué le bunga bunga, ce qui était
une animation un peu, enfin, qui renvoyait un plaisir en tout cas. Donc nous avons fabriqué tout un vocabulaire autour du bongo. Donc le premier était le X-Wing Solar, qui était un petit camion glacier, et les pales solaires permettaient d'alimenter le compresseur, permettant de faire du froid pour fabriquer des glaces. Donc voilà, donc une des premières animations est ce vaisseau glacier. Le deuxième est un récupérateur d'eau qui permet de fabriquer le plat national coréen, qui est le chou mariné, le kimchi. Donc on a fabriqué voilà, ce réservoir. Vous avez sommeil. Donc fabriquer ce réservoir d'eau dans lequel voilà, la cuisine peut se préparer. On se met sous la tente et on prépare le kimchi. Alors, là aussi, il y a tout un imaginaire qui renvoie à celui de la guerre des étoiles. Donc là, c'est plutôt le vaisseau de Jabba, après avoir vu le chasseur. Donc là, oui, ça c'est plutôt une dédicace un peu française qui était la transformation du gaffophone et qui permettait de faire de la musique grâce au bâtiment. C'est-à-dire qu'un palpeur est posé sur le camion et lors du déplacement du camion, en fonction des aléas qu'il rencontre sur la façade du bâtiment, vient une musique. Voilà, donc le palpeur, au fur et à mesure de l'éloignement, de l'irrégularité de la façade du bâtiment, nous avons une musique sympathique. Donc c'est la musique de Zaha. Un autre camion qui permet de fabriquer des statuettes personnelles. Donc c'est un printer 3D qui vous permet de vous scanner et à la fin vous restitue une petite statuette de vous-même. Donc là je crois que les magasins, une chaîne de magasins anglais fabrique ça. Il vous suffit d'aller à York ou à Londres et vous pouvez avoir votre petite effigie personnelle sur votre cheminée. Donc là ça sera disponible autour du bâtiment de Zaha. Donc un bâtiment, là cette fois un bongo plus simple, qui est celui du Mushroom Power, qui est un dispositif d'assise avec des ombrelles. On peut se protéger du soleil avec des ombrelles et avec un petit emmarchement qui crée aussi un petit belvédère. Un autre camion, qui est un camion pour lequel on distribue du thé. Donc là c'était plutôt le chignon de la princesse Leila qui nous inspirait, donc un serpentin métallique s'enrouler autour du camion et vous pouvez venir chercher une tasse de thé. Donc ça, voilà, en situation. Alors ça, c'était toujours un dispositif de couverture avec des drones. Donc les drones sont attachés au camion, puis ils sont pilotés et créent une ombrière pour des gens qui voudraient s'installer dans le parc. Mon préféré, le voyage immobile. Donc c'est 2 cabines accrochées au camion avec une roue qui représente une constellation de planètes. Et vous avez le droit d'inviter votre partenaire dans un voyage immobile, dans une cabine, en regardant les étoiles défiler rien que pour elle. On rigole pas. Donc un autre qui était la mise en scène de l'omelette, c'est-à-dire qu'un bras articulé transporte le cuisinier et l'œuf suit une coursive comme une pendule pour arriver dans la poêle. Donc là, il y a tout cet instant incroyable de la course de l'œuf avant d'arriver dans l'ustensile de cuisine. Et enfin, bon, un dispenser de souvenirs qui est accroché sur la tête du camion. Donc là, un bras articulé vient chercher l'objet choisi et vient le poser délicatement dans le petit panier qui se trouve à côté de la machine. Bon, voilà. Donc en conclusion, c'était très bien. On a eu le prix du meilleur design, mais on n'a pas gagné. Bon, dommage. On revient cette fois au magazine et son contenu. On fait toujours des objets. Donc là, on avait fait une lampe solaire, donc on en parle. On avait fait une autre lampe solaire sous forme d'un pylône.
Donc voilà, donc il y a toutes sortes de choses dans ce magazine, des objets design. Et un dernier projet, qui était un projet à Taipei, qui est un musée un peu particulier et qui reprend aussi toutes nos convictions et postures sur la réalisation des projets. Donc là, le visuel, c'est une racine de ginseng. Alors, elle n'est pas là pour son caractère rhizomique, parce que je crois que le sujet est un peu épuisé, mais plutôt pour ses vertus érectiles. Donc, le projet se situe à Taipei. Il s'agit de réaliser un nouveau musée, un nouveau centre d'art, autour du musée de la faïence et de la poterie. Bon, là aussi, un petit mot sur l'environnement taïwanais. Donc là, vous êtes face à Taipei, mais la végétation est extrêmement présente à Taïwan. C'est-à-dire qu'on est dans un climat quasi, je ne sais pas si c'est tropical, mais en tout cas où les cyclones sont en permanence. Donc la végétation est extrêmement luxuriante et présente partout. Donc cette végétation est abondante, présente, et pour moi, support tout d'un coup d'envie. Bon, avant de vous en parler, un petit rappel sur les musées existants sur l'île. Donc vous avez un très beau musée, j'ai même oublié ce que c'était, mais un autre. Alors celui-là me fait plutôt penser à une œuvre de périphérique, musée des Beaux-Arts, et un autre musée de ce type. Alors celui-là c'était plutôt un musée Courtepaille, mais qui me disait qu'il y a quand même un problème quand nos amis asiatiques essayent de faire des musées à l'occidental, et voilà, il faudrait qu'on arrête un peu de les massacrer. Donc c'était l'occasion de revenir à une conception un peu particulière pour moi, qui est de faire un projet dédié au site. Donc un peu d'archives, qui consiste à dire, mais comment fonctionne un musée? C'est que pendant longtemps, les musées sont des palais qui sont reconvertis, donc ils reprennent l'espace du XVIIe, XVIIIe, où tous les espaces sont en enfilade, et finalement vous déambulez à travers des galeries. Donc plus récemment, on va dire des musées comme le musée Guggenheim ou ce musée réalisé par Le Corbusier à Tokyo est un musée qui se parcourt par le centre, donc quelque chose d'assez étrange, arrivé par le centre du bâtiment. Alors je sais bien qu'au Quai Branly, Jean Nouvel l'a fait, mais d'autres l'ont fait avant lui. Et là, un des derniers musées, le musée fait par Mayanson à Ordos, qui malgré tout, même dans sa nouveauté et dans sa forme assez atypique, ne fait que travailler un parcours à l'horizontale sur des plateaux. Bon, donc là vient mon propre manifesto et mon intérêt personnel. C'est qu'aujourd'hui, je constate que de plus en plus l'urbaniste veut devenir architecte et que le paysagiste veut devenir architecte. Donc, puisque ces messieurs veulent devenir architecte et prendre mon métier, il n'y a aucune raison que moi-même je ne devienne pas paysagiste. Donc j'ai décidé que pour ce projet, je serai moi-même paysagiste et urbaniste. Donc le développement du projet commence ainsi, c'est-à-dire il commence par le refus de fabriquer une forme, de fabriquer un objet monolithique, compact, un ovni. Donc il s'agit bien de respecter le modelé du terrain, et si possible de faire en sorte que la végétation naturelle qui est tout autour vienne occuper le site, et dans lequel des émergences viendraient apparaître. Alors ces émergences auraient la même résonance à l'intérieur et seraient connectées par un espace central, par une grande galerie, et qui permettrait de mettre tous les espaces en connexion. Alors là aussi, c'était assez intéressant, puisque si vous regardez à gauche, vous avez le fonctionnement d'un musée habituel, et sur la droite, ce que nous proposons, c'est que dans un musée habituel, vous parcourez un sol, puis vous montez dans un étage, alors que dans notre musée, on se propose de monter et descendre. Dans un musée habituel, vous tournez autour des murs, alors que là, on se propose de plutôt papilloniser, c'est-à-dire d'aller d'un espace à un autre, avec un franchissement, et systématiquement d'aborder une relation intérieure-extérieure et une succession de combinaisons de circulation. Tout dans un musée est fait pour approcher vers l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation avec l'extérieur, et c'est ce que nous proposons ici. Donc au final, lorsque vous êtes dans un musée, vous êtes face à des juxtapositions d'espace, alors que là, dans ce que nous proposons, le fait de
mettre un volume dans un autre crée une inclusion. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un musée sans y être. Bon, donc voilà, donc ça donne ce type de thématique. Donc chaque totem avait une utilisation, une fonction. Donc là, c'était l'ascenseur inutile, vous l'empruntez, vous montez directement, et vous n'avez pas d'étage à rejoindre, et vous regardez tout le spectacle qu'il y a tout autour. Alors ça, c'est intéressant parce que il me semble que Chipperfield est en train de faire la même chose sur un musée en Angleterre. Bon, en même temps que la translation de la cabine ascenseur s'effectue, on a la possibilité d'avoir un message qui accompagne le déplacement. Donc là, c'était les coupes géologiques. Donc voici une salle d'exposition en hauteur, et qui, comme Pennon l'avait fait en présentant ses œuvres à Rome sur les toits du bâtiment, là, voilà, l'œuvre est directement projetée dans le paysage. En même temps, la circulation peut aussi servir de support et créer une interaction spatiale autour de l'œuvre. Chacune des pièces d'exposition s'effectue par des ponts de singe ou par des circulations un peu particulières, mais qui obligent le visiteur à systématiquement se déplacer dans des circulations inhabituelles. Bon, le bâtiment administratif qui était demandé, un bâtiment classique qui reprend l'icône de la maison habituelle. Donc voilà, un lieu de travail avec une terrasse enfilée pour appréhender le vide qui se trouve sous les pieds. Un lieu d'espace découverte. Donc voilà, la relation au paysage s'effectue cette fois avec un aquarium circulaire où on a la confrontation du monde aquatique avec le monde aérien. Un restaurant qui aurait été monté sur une vis sans fin, il démarre du sol et puis il se développe dans l'espace, on le retrouve en l'air simplement par une action mécanique. Les espaces extérieurs pour les enfants, donc, puisque les enfants ont le droit d'appréhender le contenu du musée, enfin, le futur musée, parce qu'ils savent pas, là aussi ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas ils travaillent de la porcelaine et de la céramique, dont travailler la terre, voire l'utiliser en été pour d'autres jeux. La bibliothèque, alors là aussi qui est un peu caricatural, mais qui reprend les jeux d'ombrelle chinoises et qui crée des masques d'ombre tout autour des plateaux et qui en même temps permettent d'avoir un peu de lumière et une relation à l'extérieur. Donc au final, le bâtiment se présente comme ceci, c'est-à-dire un bâtiment autour d'une galerie, recouvert par de la végétation, dans lequel viennent s'inclure des éléments qui ont à la fois une relation avec l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est le cas pour la bibliothèque. Donc elle s'appréhende tant par l'intérieur que par l'extérieur, mais surtout avec la possibilité de se dire qu'il n'y a pas une entrée unique et que vous pouvez tout à fait emprunter la bibliothèque, y aller, avoir un aperçu dans le musée et vous reconnecter au musée. Donc le musée spatialisé en plan et avec les images du rendu final. Donc là c'est voilà, un rendu un peu plus théâtralisé. Donc on trouve les salles d'exposition qui sont disséminées partout dans l'espace, avec leur circulation. Voilà un mur d'accompagnement et qui théâtralise un peu les circulations extérieures. L'ascenseur infini. Là, profiter des rencontres entre l'eau, l'intérieur, l'extérieur et les circulations qui émergent du sous-sol et qui continuent. Voilà, là, c'est un bras de connexion de Roissy qu'on a mis directement dans l'eau. Le vertige de l'administration et les espaces intérieurs qui se reconnectent, enfin, chacun des espaces qui se reconnectent sur la galerie intérieure. Bon, donc je propose de faire un tout petit résumé avec un film qui conclura ce que j'ai à vous dire sur mon entretien. Donc une entrée, mais qui n'est pas forcément celle que l'on peut utiliser pour chacun des thèmes qu'il y a tout autour. Donc l'ascenseur panoramique que l'on emprunte uniquement pour aller voir le paysage tout autour. L'administration, l'ensemble des connexions qui s'effectuent avec des ponts lianes et des ponts de singe, une salle d'exposition. Là aussi, elle surmonte la canopée végétale.
là, c'était plutôt une circulation qui sort d'une rivière. Un espace d'animation extérieure. Un peu d'éclairage naturel pour la grande galerie. Une signalétique qui permet d'annoncer des manifestations régulièrement. Et toutes sortes de sous-espaces ventilés dans le site. On aurait dû mettre de la musique quand même. Hop. Bon, tant qu'à avoir une relation d'émergence vers l'extérieur, l'intérieur pouvait aussi, la végétation pouvait aussi rentrer dans le bâtiment. Bon. Je vous remercie. Ça aurait dû durer une heure et quart. Et je vous souhaite une bonne journée.